Bonjour et bienvenue dans la capsule par plein phare, votre dose d'art et de créativité. C'est Nico au micro. Et je vais tenter de vous faire plonger en un temps record dans l'histoire des grandes dynasties de France. Je pense que cela vous rappellera bien des souvenirs de votre prime jeunesse, il y a plus ou moins longtemps pour certaines et certains. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une dynastie ? Au sens historique strict, il s'agit de la succession de plusieurs souverains appartenant à la même famille. Au sens un peu plus figuré, on parle souvent de dynastie pour des gens célèbres de la même famille ayant une certaine influence. Il y a même une série portant ce nom sur l'une des célèbres plateformes de téléchargement légales, mais pas d'indice, j'ai pas le droit de faire de pub ici. En France, au niveau dynastie, nous sommes comblés. Tout a commencé avec les Mérovingiens, ça vous parle j'en suis sûr. Ce nom provient du prénom germanique du fondateur de la dynastie des Francs-Saliens, Méroving. Ils ont régné du 5e au 8e siècle, pas arrondissement, bien sûr. Le plus célèbre d'entre eux, je crois, c'est Clovis. C'est d'ailleurs lui qui fait de Paris la capitale de la France. Enfin, je dis France, mais à l'époque il s'agissait de la Gaule franque. Et oui, on est au pays des Gaulois, ne l'oublions pas. Bref, Clovis avait la Gaule, et il avait de quoi. Son royaume était immense, remontant aux Pays-Bas et en Allemagne bien au-delà du Rhin. On pourrait également citer Dagobert Ier, qui a été rendu célèbre par une chanson « Le bon roi Dagobert, qui a mis sa culotte à l'envers, etc. » Cette chanson a été écrite bien après lui, à l'époque révolutionnaire, soit 11 siècles après sa mort. Elle permettait de critiquer un roi sans critiquer le roi. C'est-à-dire pas celui en place au moment des faits. Louis XVI soupape, dirait Didier Bourdon. Il est difficile d'être le roi de la France. Cette chanson est assez pratique en fait. Elle a même été rallongée de plusieurs couplets bien après pour critiquer Napoléon. Alors, juste pour être précis sur le thème, le bon roi Dagobert a remis sa culotte à l'envers, cela signifie qu'il a remis ses sous-vêtements à la hâte car il s'était probablement fait attraper durant des actes aux mœurs plutôt légères. Cette dynastie a été destituée par les Carolingiens en 751 par Pépin le Précoce, le Bref. Il était surnommé comme cela à cause de sa toute petite taille. Le terme carolingien, en latin médiéval Carolingie, est dérivé de Carolus, qui est à la fois le nom latin de Charles Martel, Carolus Martellus, l'aïeul de cette dynastie, et celui de son petit-fils, un certain Charlemagne, je crois, Carolus Magnus, considéré comme le plus illustre des rois de cette lignée. Vous connaissez Charles Martel qui a repoussé les troupes arabes à Poitiers, eh bien c'est lui qui aurait dû prendre le trône suite à ses faits d'armes. Mais il meurt en 741, léguant cette tâche à Pépin le Bref. Rassurez-vous, il a tout de même régné pendant de longues années, mais cela de manière non officielle, bien que les historiens s'accordent à dire qu'il avait plus de pouvoir que n'importe quel souverain franc à l'époque. Charlemagne aussi a une chanson, par France Gall. Ah, sacré Charlemagne qui a inventé l'école. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? Mais en fait, non. Bien que Charlemagne ait créé des lieux d'apprentissage pour former les futurs dirigeants de son empire, ce n'est pas lui qui a créé les premières écoles. Les connaissances historiques actuelles font remonter l'histoire de l'éducation à l'Antiquité. Les légendes ont la vie dure. Charlemagne reste malgré tout le premier empereur français et étend le royaume vers l'Italie. Son immense empire sera par la suite divisé entre ses descendants, donnant notamment naissance à l'Est au Saint-Empire romain germanique. La dynastie carolingienne, fragilisée par ses querelles de succession et par de nombreuses invasions, s'éteindra avec Louis V, dit le Fainéant, en 987. Son sobriquet lui allait pas si mal finalement. Nous arrivons gentiment vers la dynastie des Capétiens. Hugues Capet, dont le surnom ferait référence à la chape portée par les abbés, est élu roi en 987. Il est le premier d'une dynastie qui va durer pas moins de 300 ans. Et croyez-moi, à l'époque où l'on était vieillard à 40 ans, 300 ans de règne, ça en fait des souverains qui se sont succédés. Le plus notable est sûrement Philippe Auguste. Il consolide la monarchie et accroît considérablement le domaine royal en remportant d'importantes victoires militaires, notamment contre l'Angleterre. Vous connaissez peut-être le tristement célèbre Henri Ier également. Plus particulièrement pour sa mort, disons, remarquable, qui, à l'instar de Louis XII, est mort en faisant l'amour, un arrêt cardiaque sûrement. Quelle belle mort. Cette dynastie s'éteint avec Charles IV, dit le Bel. Le Bel pourquoi ? Car il rentrait amplement dans les canons de beauté de l'époque. Perso, je préfère largement Keanu Reeves, mais les goûts et les couleurs. Voici les Valois qui arrivent sur le trône représentés par Philippe VI. Problème de taille, Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Charles le Bel, prétend aussi au trône. Et c'est le début d'une guerre éponyme qui durera 100 ans et des bananes. C'est un conflit entrecoupé de trêves plus ou moins longues opposant de 1337 à 1453 la dynastie des Plantagenets à celle des Valois. À travers elle, le royaume d'Angleterre et celui de France. Attention, spoiler alerte,
Après 116 ans de conflit, la France a remporté la victoire. Les rois qui avaient initié cette guerre n'étaient plus de la partie depuis bien longtemps. Les Valois règnent donc par le biais du très célèbre François Ier qui crée notamment le Collège de France et le dépôt légal des œuvres littéraires, pas si mal pour l'époque. Il est le roi le plus notable du début de la Renaissance, couronné en 1515, oui, je vous vois venir, comme Marignan, sa plus célèbre bataille, sonnant ainsi le glas du Moyen-Âge pour de bon, mais terminé officiellement en 1492. Oui, je vous vois encore venir, comme Christophe Colomb, oui. Les historiens sont d'ailleurs en proie au doute car 3 dates marquent la fin du Moyen-Âge, mais j'ai choisi de parler de celle-ci particulièrement qui était plus marquante selon moi. Il y a eu également Charles VI le Bien-Aimé, roi acclamé par le peuple de son vivant mais appelé Charles VI le Fou, une fois mort. Pour info, la légende veut que le 5 août 1392, le roi de France Charles VI chevauchait sur la route qui, à la sortie du Mans, se dirige vers l'ouest. La troupe cheminait et approchait d'une léproserie, un endroit où on gardait les lépreux. Tout à coup, un vieillard défiguré, déguenillé, impressionnant, barre la route au roi en criant « Ne va pas plus loin, noble roi, tu es trahi !» Le roi n'en a cure et continue sa route, et dès le lendemain, il est pris d'accès de fureur. Le diagnostic fut rapide. Le roi souffre d'une faiblesse de tête, avec bien des guillemets que je fais avec mes doigts mais vous le voyez pas, dû à un épanchement de bile noire. Et oui, au Moyen-Âge, les médecins suivent la théorie d'Hippocrate sur les humeurs et les maladies mentales proviennent selon eux d'un excès de bile. Clémence en a déjà parlé dans ses rubriques sur les expressions. Charles VI, monté sur le trône à 12 ans, a régné 42 ans, dont 30 ans malade. Quand on voit les préoccupations de nos préados aujourd'hui, on se dit décidément qu'à l'époque de Charles VI, elles n'étaient pas les mêmes. Il y avait de quoi en devenir un peu fou. A noter qu'aujourd'hui, la médecine ayant évolué, on prête ces mots à un trouble bipolaire, un typhus, un empoisonnement à l'arsenic ou même une porphyrie. Et oui, il n'y a pas que chez les Targaryens que les rois pètent un peu des câbles. Et voici qu'arrive la mirifique dynastie des Bourbons, qui tire son nom de son origine géographique, Bourbon-l'Archambault, dans l'Allier, la plus connue avec le promoteur de la poule au pot venant de la ville de Pau. J'ai nommé Henri IV. Oui, ça aurait pu être Henri Pau, mais non. Et son tout aussi célèbre cheval blanc. Bon, c'est une légende tenace cependant qui veut que le roi Henri IV monté sur un cheval blanc soit passé à la lisière de Saint-Émilion et Pomerol, dans ce qui était alors une auberge qui fut baptisée à la suite du passage royal l'auberge du cheval blanc. Notez qu'il y en a beaucoup qui portent ce nom en France. Le blanc étant la couleur de la pureté et des dieux, c'est plutôt bien tombé. Parlons Dieu. Henri IV était un homme de foi, qui a changé plusieurs fois de religion au cours de sa vie, un peu perdu en quête spirituelle. Il a d'ailleurs pris le pouvoir de France en pleine guerre religieuse entre protestants, que l'on appelait la Réforme à l'époque, et catholiques. Il a été lui-même protestant, c'est d'ailleurs ce qui a causé autant de troubles en France. Par désir d'arrêter cette guerre de religion, il abjure sa foi protestante et se fait proclamer catholique. Il ratifie dans la foulée l'édit de Nantes en 1598, mettant fin une bonne fois pour toutes à cela. Hélas pour lui, et malgré ses bonnes intentions, il est assassiné 12 ans plus tard par un fanatique catholique, j'ai nommé Ravaillac. Ça vous parle ça aussi ? Son fils Louis XIII prend la relève, puis son petit-fils Louis XIV, le fameux roi Soleil, monte sur le trône à 4 ans et demi, vous vous rendez compte ? Il régnera 72 ans. C'est encore aujourd'hui le plus long règne du monde dans un état souverain. C'est absolument fabuleux quand on sait la santé que le roi avait. Outre sa célèbre fistule anale en 1686, dont la guérison a provoqué la liesse dans toute l'Europe, il a souffert de petite vérole à l'âge de 9 ans, puis de blénorragie, crise de goutte, migraine, gravelle, colique néphrétique, j'en passe et des meilleurs. C'est la gangrène qui l'emportera, suite à une infection à 77 ans. Évidemment, vous vous en doutez, notre bon roi Soleil, amateur de bonne bouffe, s'est fait rattraper par le diabète. Pour l'anecdote, la coutume moyenâgeuse voulait que l'on fasse une tripartition du corps, c'est-à-dire que l'on sépare cœur, corps et entrailles pour les enterrer dans 3 églises. A noter également qu'il aurait eu pas moins de 26 enfants durant son existence. C'est décidément un roi de record, un monarque puissant et absolu, rayonnant dans toute l'Europe et une grande partie du monde. Oh, je pourrais vous parler des heures de ce roi tellement les anecdotes sont légion, mais j'ai plus beaucoup de temps. Le dernier des Bourbons, Charles X, ne régnera pas très longtemps car il est destitué pendant les 3 Glorieuses qui ont lieu un petit peu par sa faute aussi, il faut dire. Abolir la liberté de presse, il fallait oser. Ou pas. Son petit-fils monte sur le trône, il est le seul représentant de la dernière dynastie française, les Orléans. Louis-Philippe, duc d'Orléans, apparaît à la bourgeoisie libérale comme le seul homme capable d'éviter l'installation d'une république. C'est plutôt loupé. Il se fait tège comme les autres. Adieu la monarchie, la République française est mise en place. La suite, vous la connaissez, et peut-être vous ferai-je une capsule sur Napoléon Ier un jour. Qui sait ?
Des dynasties, il y en a eu des centaines dans le monde. J'aurais pu vous parler de celle des Han, qui a régné en Chine pendant 400 ans. Ou bien celle encore actuelle au Japon, qui peine à se trouver des héritiers. Aujourd'hui, il en reste encore 26 dans le monde. Bref, j'y reviendrai peut-être un jour. J'espère ne pas vous avoir trop saoulé avec ce mini cours d'histoire. On se retrouve dans 15 jours avec Clem, Flo ou moi. Pour le savoir, il suffira d'écouter la prochaine capsule. À bientôt. Merci d'avoir écouté la capsule. On se retrouve dans 2 semaines. Papa, comment on fait les bébés?